Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pendant les moments des grandes crises que les grandes intelligences prennent de la hauteur pour proposer à la société, à travers leurs analyses et leurs réflexions, des orientations pour conduire le système de la gestion de la société. Nous vivons aujourd'hui la grande crise avec cette pandémie du coronavirus, une pandémie jamais connue auparavant sur la planète, avec son système, une ampleur qu'on ne peut pas mesurer, qui touche aujourd'hui à tous les systèmes, quels que soient les domaines, on parle même du système économique, partout les systèmes politiques, le système des organisations même internationales est touché par cette pandémie. Est-ce que ce n'est pas le moment pour les Africains et surtout les Congolais de réfléchir également sur leur propre système, comment ils ont géré partout, que ce soit les systèmes sanitaires, que ce soit les systèmes économiques ou la géopolitique, comment se positionner. Alors ce soir, effectivement, nous sommes dans cette réflexion avec mes invités pour parler de la responsabilité de l'élite congolaise, généralement l'élite intellectuelle et surtout politique. Est-ce qu'il faut arriver à la réorganisation ou à la refondation de l'élite congolaise? Alors, pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le professeur Sylvain Tchikoji Mbumba. Il est philosophe et dans l'une de ses dernières publications, il parle de l'illusion du pouvoir et nous partirons également de certains éléments de sa publication pour parler de l'élite congolaise. Et nous avons également le Freddy Moulumba, mandataire public. Il est politologue. Il a aussi, parmi ses publications récentes, il a publié un ouvrage intitulé « Réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RD Congo ». Et bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir. Voilà, avec vous, nous parlons aujourd'hui de la responsabilité. Et je parle de vous, professeur, dans votre ouvrage « Illusion du pouvoir ». Le deuxième chapitre, vous parlez du pouvoir, les hommes et les régimes politiques. Et là-dedans, vous êtes vraiment en train de démontrer comment cette illusion frappe plus l'Afrique. Professeur, comment, avec autant d'intellectuels, après autant d'années d'indépendance, on est toujours en train de se rechercher? Pourquoi le Congo est dans cette position? Oui, je voudrais tout simplement d'abord faire un petit résumé pour que les gens comprennent, puis c'est la première question. Je fais une réflexion qui part de Shakespeare, qui est un auteur littéraire britannique-congolais, mais qui a présenté un tableau assez intelligent de ce que j'ai appelé l'illusion du pouvoir. Il démontre que l'illusion du pouvoir est toujours la conséquence de ceux qui se disent inamovibles et qui restent longtemps au pouvoir. Et il les reprend dans ces drames. Dans ces théâtres, il prend par exemple beaucoup d'auteurs et surtout beaucoup de rois. Et moi, j'ai considéré au moins 4 rois. Il y a Richard II, Richard III, Henri IV, Henri V et Macbeth, qui est le général Macbeth le plus redoutable qui a été. Alors, quelle est la conséquence de tous ceux qui se croient toujours dans le pouvoir, qui pensent toujours le pouvoir, et soit ils se retrouvent dans la mort, puisqu'on peut les tuer, ou ils peuvent se tuer eux-mêmes, ou ils peuvent mourir d'une mort naturelle. Il y a aussi qui vont en exil. Il y a d'autres qu'on arrête et on envoie, par exemple, en prison. Et j'ai fait vraiment un bond vers l'Afrique. Et je trouve qu'avec les systèmes dictatoriaux qui sont chez nous, l'autoritarisme qui s'implante depuis 1960 jusqu'à ces jours, puisque les élites, puisque nous allons revenir sur les élites, exactement, de 1960 qui ont pris l'indépendance et qui sont devenus des bourgeois, j'appelle les bourgeois indépendantistes qui finalement n'ont pas compris le sens même de la gestion de la société. Et eux aussi, avec leur dictature, avec leur autoritarisme, ils ont connu beaucoup, et je donne quelques exemples emblématiques. Comme par exemple, il y a Mobutu qui était ici, on disait que s'il était l'éternel roi du Zaïre, et qui finalement est mort dans l'exil, dans le dénuement total. Nous avons Houphouët Boigny qui est parti, Colonel Kadhafi qui vient de partir, et il y a aussi Omar El-Béchir qui aujourd'hui se retrouve en prison. Tout ça, il y a beaucoup d'exemples
de ceux qui se disent être des inamovibles, les gens qui pensent que le pouvoir leur appartient de droit et de fait. Et pour revenir au Congo, par exemple, la crise que connaît notre pays depuis 1960, ce n'est pas la crise institutionnelle, c'est plus la crise d'hommes. On n'a pas eu des hommes capables de changer leur communauté, de changer notre communauté, de changer la République démocratique du Congo. On a vu la trahison qui était comme un mode de gestion du pouvoir. Et cette envie d'être toujours au pouvoir a amené l'élite congolaise dans une déchéance totale. Et aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui les conséquences. Or, nous savons qu'une élite, une classe d'intellectuels, c'est vraiment le sémaphore, les gens qui sont là, la lumière de la société. Mais quand cette lumière tombe dans l'obscurantisme, comme le dit M. Freddy, et tombe dans l'occultisme, donc on refuse de penser, on refuse de réfléchir. Et la conséquence, c'est que notre pays ne s'est pas démarré. Ceux qui sont au pouvoir, qui nous dirigent, nous dirions que ce sont pratiquement des médiocres. Avec autant d'intellectuels, on reviendra sur les causes. Le temps de me tourner vers Freddy Mulumba. Vous parlez d'un paysage de ruines et de désespoir. Pourquoi ça? Est-ce que vous marchez, vous définissez également le Congo dans cette image telle que l'a dit le professeur tout à l'heure? Oui, je pense que le professeur a été très clair. Je pense que ce qui est frappant quand on prend notre pays, pour les gens qui ont vécu à l'extérieur ou bien qui vivent à l'extérieur actuellement, les Congolais, on leur demande, on leur pose la question, comment expliquer que vous ayez un pays trop riche, mais une population pauvre? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Et quand vous venez sur place ici, à la cité à Kingasani, Massina, les gens vont vous dire que quand les Blancs étaient ici, durant la colonisation, on nous frappait, parce que c'était une colonisation, on nous frappait, mais au moins on donnait à manger. Depuis que nos frères sont arrivés au pouvoir, non seulement ils nous frappent, ils nous privent de la liberté, ils ne donnent pas à manger. Ce sont des questions de fond, des questions philosophiques, que normalement, là où vous avez des élites lucides, s'interroger comment on est arrivé à ce niveau. Vous savez, pour peut-être aller dans le même sens qu'avec les profs, pour comprendre ce qui nous arrive, il faut aller dans l'histoire. Et quand on part dans l'histoire, il faut voir comment les élites ont été formées. Nos élites qu'on a aujourd'hui, nous tous, nous sommes le produit d'une école occidentale, pour ne pas dire une école des Blancs. Et cette école occidentale, qu'on a héritée de l'Occident, nous forme pour un objectif, servir les maîtres. Les maîtres, c'est qui? Les anciens colonisateurs qui sont partis. Et l'école aussi forme des gens pour manger, en quelque sorte. Vous savez, quand nos parents nous envoient à l'école, ils nous disent, regardez, nous, on n'a pas étudié. Allez comprendre ce qui c'est pour nous expliquer. Mais dès qu'on entre à l'école, la formation qu'on nous donne, c'est pour qu'on soit sur nous-mêmes, nous comptons pour nous-mêmes et pour nos familles. On oublie ce que moi je peux appeler l'école africaine. Parce que chez nous en Afrique, au village, que tu sois chef de l'État, que tu sois chef du village, roi, on ne mange jamais seul. Et je me suis toujours posé une question. Comment expliquer? Ces gens n'ont pas fait Harvard, n'ont pas fait London of Economics, ils n'ont pas fait Louvain ou bien Yale. Ces gens gèrent correctement leurs entités, leurs villages ou bien leurs royaumes. Et pourquoi ces gens ne volent pas leur propre société? Pourquoi nous qui sommes passés par l'école des Blancs, par l'école moderne, dès qu'on est au pouvoir, pour qu'on vole? Voilà, ce sont des questions de fond. Normalement, pendant des périodes difficiles, les philosophes doivent s'interroger. Il faut une grande interrogation pour savoir d'où nous venons et surtout projeter, parce que je ne pense pas que l'école, je dirais un peu, je ne pense pas qu'on a été créé pour être dominé éternellement, ou bien pour travailler pour les autres. Dernièrement, j'ai discuté avec Mateyav, c'est l'empereur Lunda. Il y avait une question sur l'ésotérisme, tout ça. J'ai parlé de la sorcellerie. Mateyav me dit ceci. Un roi ou bien un chef ne peut pas être un sorcier.
parce qu'il ne peut pas manger ses sujets. Les pouvoirs que les chefs ont, c'est pour protéger. Tu vois? Or, dans notre société actuellement, vous allez voir qu'en dehors de la dimension ésotérique, il y a aussi la dimension sorcière. Vous le voyez dans les attitudes des Congolais. Moi, je me pose la question, comment est-ce que tu peux être content, tu es chrétien, comment tu peux être content de voir que ton compatriote meurt de faim? Ça te fait plaisir. Et tous les dimanches, tu es à l'église. Tu es à l'église. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est rose chrétien, on est franc-maçon? On est incapable de rendre le peuple heureux, parce que quand on prend les francs-maçons en Occident, tout comme les roses chrétiens, ils ont fait des merveilles. Absolument. Ils sont qui ont construit le monde. Pourquoi ça nous arrive? Donc, ce sont des questions de fond. Je pense que ça sont des théologiens qui peuvent en discuter, des philosophes. Moi, je ne suis pas théologien, mais ce sont des questions que je me pose. On reviendra sur cette question de fond. Je me tourne vers le professeur. Oui. Vous êtes parti de Shakespeare. Oui. Vous avez pris les exemples des rois. Vous avez parlé de Richard II, Richard III. Ils ont eu un certain comportement aussi d'illusion. Oui, mais après, aujourd'hui, l'Occident est différent. Oui. Mais pourquoi l'Africain ne peut pas changer? Qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi on ne change pas? M. Freddy Mulumba le disait tout à l'heure, mais ce qu'on applique ailleurs, c'est pour le développement. Quand on est chez les Africains, c'est autre chose. Qu'est-ce qui, vraiment, est-ce que le philosophe, vous réfléchissez un peu d'où vient ce comportement de l'Africain, de se maintenir dans le sous-développement à travers son comportement? Mais justement, M. Freddy a bien dit ça. Il a fait une historique de l'éducation de l'homme, et précisément de l'homme congolais. Donc, on est à l'université, on est à l'école, et on n'est pas au service de sa communauté, on est au service de l'Occident, donc pour ne pas dire du blanc. C'est-à-dire que la formation donnée à l'Occident elle est toujours différente de celui qu'on est donné en Afrique? Oui, ce qui a été donné par nos ancêtres. C'est ce qu'il a voulu dire. Nos ancêtres avaient une autre éducation, au point qu'on peut bien remarquer ceux qui gèrent dans nos sociétés traditionnelles, ils gèrent correctement, ils ne veulent pas le bien de la société, mais ils font un effort pour donner un minimum de bonheur à leur sujet. Or, on constate que ceux qui se disent intellectuels, qui sont allés à l'école, n'ont pas cette capacité de s'élever pour pouvoir rendre le bien pour l'autre. Et là, je pose la question philosophique. La question philosophique, c'est que il faut avoir un projet. Et le projet par excellence, on peut avoir beaucoup de projets ici, de développement, de ceci, mais je me dis que le meilleur projet, c'est le projet éthique, qui est au fondement même de toute société. Du moment que celui qui se dit intellectuel n'a pas ce fondement éthique en lui, il est difficile de s'élever pour pouvoir organiser la société. Et donc, je voudrais dire ceci. On peut se poser la question de savoir où est passé le bien-faire d'un homme politique, d'un responsable. Où est passé le bien-faire d'un médecin? Où est passé le bien-faire d'un homme d'affaires? Puisque on observe que ces gens, ils se servent eux-mêmes, ils ne sont pas au service de la communauté éthique. Et là, ça pose problème. Et tout le problème, c'est à ce niveau-là. Il s'agit ici d'une éthique individuelle. Quelqu'un qui se dit, le bien que je le fais pour celui qui est en face de moi et je le fais pour ma communauté politique et historique. Mais on constate malheureusement que nos hommes politiques aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, nos dirigeants, puisqu'il s'agit de eux, ils s'embourbent dans des systèmes, ce que j'ai appelé les les démons de la dérive. Ils sont plus habités par ces démons de la dérive. Et quels sont ces démons de la dérive? Je peux vous les citer. Il y a la corruption, par exemple, le trafic d'influence, l'occultisme, l'obscurantisme. Vous voyez, tout ça, ce sont les démons qui les habitent. Et quand vous avez ces démons qui font un tout à l'intérieur de soi-même, on ne sait pas penser. On ne pense qu'à son propre bien et au malheur des autres. Monsieur Freddy vient de le dire, que ces gens qui sont habités par ces démons de la dérive ne pensent qu'à eux. Et ils sont contents de vous voir souffrir. Et ils sont heureux. Et la plupart de ces gens-là sont dans des loges. Quand vous allez vers le Bas-Congo ici, vous trouvez qu'il y a un monsieur qui est là, où tout le monde va. Il s'appelle Courtejoie. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, justement? On y va, on paye de l'argent pour avoir la force et de se maintenir au pouvoir.
et ils se disent que c'est une courte joie, et à la fin, finalement, les gens... Mais professeur, s'il faut aller un peu dans ces sens ésotériques, je dirais, ces grands courants philosophiques, on les appelle des fois comme ça, ils soutiennent aussi en Europe, en Occident, voilà, des grands décideurs. Vous demandez à tel chef de l'État, tout ça, il est de tel courant, soit de la franc-maçonnerie, soit de la Rose-Croix, mais il travaille pour le bien. Mais pourquoi quand l'Africain prend ça, il ne fait pas comme en Occident, lui il travaille pour le mal? Ça n'entre pas dans son être. Ça n'entre pas dans son être. D'ailleurs, ça dit qu'il donne l'impression de connaître l'Occident, d'intégrer les valeurs occidentales. Mais en même temps, il ne connaît pas ses valeurs à lui. Et il se trouve entre les eaux, comme disait notre ami Modimbe. Entre les eaux, il ne sait pas à quel sein se vouer. Et ils se fourvoient eux-mêmes et ils restent dans dans ce que je peux appeler le spectre de la puissance. Ils sont dedans et ils ne peuvent pas arriver, puisque, comme il a dit, nos chefs, moi je suis quand même un des chefs coutumiers aussi, mais je pense que la sorcellerie, cette société mystique que nous connaissons depuis nos sociétés traditionnelles, ces sociétés ont œuvré seulement pour le bonheur, pour la protection de la société et pour le bien-être de leurs sujets. Mais aujourd'hui, on est entre les eaux, on ne sait pas ce qu'on fait, on est au service de l'Occident et en même temps, on est au service du mal. On est chrétien et on est féticheur, on est rose-chrétien et on est en même temps avec des gris-gris du Sénégal, du Congo, du Kasaï, un peu partout. Vous voyez? Et ça devient un problème. Ça devient un problème et ils ne maîtrisent pas le fondement, l'espèce de cette puissance, ce mysticisme africain comme tel. Alors, M. Freddy, qu'il y est responsable de tout ça? Est-ce qu'on va toujours continuer à accuser les Blancs? Je pense qu'il y a une dimension mystique qui nous dépasse. Ouais. Hein, il y a autre chose. Tu sais, au village, quand vous devenez roi, ou bien empereur, ou bien chef, on vous initie. Oh. Et l'initiation, là, c'est très complexe, c'est compliqué. Et vous verrez, moi j'ai toujours dit, mais si nos fétiches étaient puissants, je ne pense pas que l'Occident allait nous battre. Pas du tout. Mais on a été battu par l'Occident, malgré nos fétiches. Donc ce sont les aventures. Donc je pense qu'il faudrait repenser notre monde, en dehors de cette dimension mystique qui donne un peu, pas la fierté, mais l'existence de soi-même, hein, qui donne un peu la personnalité. Et je pense qu'il faut aussi adapter, mais il faut aussi apprendre l'histoire, la science. Parce que quand vous lisez l'histoire de nous par exemple, quand les Blancs les Européens sont arrivés dans le Congo, la première chose à faire, c'était mettre des désordres dans l'Empire, dans le royaume Congo. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose à faire, ils ont opposé les fils du roi et son cousin. Parce que chez le royaume Congo, les pouvoirs passent par le neveu. Mais dès que les Blancs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les fils du roi pour les faire roi, pour remplacer les rois. Et puis, on l'a christianisé. Donc, on a totalement oublié nos histoires mystiques. C'est là où on nous a eu tous. Ça, c'est du côté un peu mystique. Mais du côté scientifique, on est tellement en retard. On est tellement en retard, je pense qu'on peut tirer ces leçons du passé pour que l'histoire ne se répète pas. Si nous voulons demain, nous qui sommes passés par l'école occidentale, tenir devant les autres, il faut acquérir l'histoire. Pardon, la science. La Chine vient de le montrer, la maîtrise de la science, la Chine est debout, l'Amérique même, c'est grâce à la science, l'Europe aussi, c'est grâce à la science. Donc nous sommes encore dans des trucs fétiches, ça ne amène nulle part. Les fétiches, c'est pour les gens faibles, les gens qui vont faire des trucs par-ci par-là, ils vont adhérer à des trucs mystiques ou bien ésotériques. Mais généralement, c'est quand vous entrez dans ces cercles ésotériques, les patrons européens, c'est lui qui vous domine, c'est celui qui vous contrôle. Voilà. Je prends l'exemple de... Est-ce que ces patrons-là, ils orientent ceux qui arrivent chez eux à faire du mal en Afrique et à seulement faire l'allégeance à eux, les patrons européens? Non, d'abord, ce n'est pas africain, parce que il y a ce qu'on appelle gnose. Je pense que le prof peut bien expliquer. Oui. Donc c'est quelque chose dedans.
La plupart des trucs mystiques qu'on a, ce sont des choses étrangères qui ne peuvent pas coller à nos réalités. Voilà. Pas lié à notre culture. Oui, à notre histoire aussi. Maïbi Kalanda parlait de Tchakani, il y a encore un débat à faire sur ce sujet. Mais quand vous prenez l'exemple des gens qui adhèrent à des trucs mystiques là, c'est pour les pouvoirs, c'est pour les pouvoirs et pour l'argent. Donc ce n'est pas quelque chose de, je dirais un peu de, une véritable spiritualité. Si c'était une véritable spiritualité, je pense que tout ce monde qui a adhéré à ces mystiques devrait changer leur propre société. Ce qui est contraire à ce qui se passe, ce qu'on connaît donc généralement. Mais moi j'estime aujourd'hui, ça c'est ce théologien ou autre, il y a des gens mystiques qui peuvent, le cas de Kalonji Yitunga, je pense que tu as lu un peu dans les documents. Ce qui est frappant, Kalonji c'est un ancien politicien de Kasaï, Kalonji. On voulait l'introniser. Mais un jour, à 16h, il donne encore des heures précises. Ils étaient au-dessus de l'arbre avec les sorciers, en quelque sorte. On lui a demandé son père, sa mère, son frère, non, son fils, puis sa femme. Kalonji a refusé. Dès qu'il a refusé, il s'est retrouvé par terre. Donc ce sont des choses, quand on vous explique, vous qui regardez avec les yeux, vous ne comprenez pas. Ce sont des choses mystiques. Dans chaque société, il y a toujours des pouvoirs mystiques. Tu peux aller aujourd'hui chez Mwatayav, tout comme chez Nimi Lukengo. Chez Mwatayav n'a pas une armée. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question, comment cet homme peut contrôler les populations en Angola, en Zambie, au Congo? Il n'a pas une armée. Donc il y a cette dimension mystique qui existe. Moi j'ai dit que si nous voulons en sortir, il faut l'apprendre ça. Voir un peu cette dimension mystique. Parce que, et si vous pensez que l'élite congolaise est bloquée par ce mysticisme? Oui, je pense qu'on est bloqué parce qu'on a embrassé le mysticisme extérieur, parce qu'il n'y a pas que l'Occident, il y a aussi les Japonais. Donc on a plein de choses d'extérieur, de l'étranger. Donc il faut maintenant interroger notre société. Ça signifie qu'il y a quand même des royaumes. Celui qui est encore en fonction, c'est l'Empire lourd. Vous avez reconnu quelque part que la sorcellerie, comme un mysticisme purement africain, est très faible. Et on n'a même pas pu résister face au pouvoir mystique européen qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à ce mysticisme faible, ou bien qu'est-ce qu'il faut emprunter maintenant? J'ai dit ceci, la sorcellerie, j'ai parlé avec Mwatayav. Mwatayav m'a dit, jamais un chef coutumier, tout comme un roi, peut être sorcier. Donc, quand vous devenez roi, empereur, on vous donne un pouvoir pour protéger et non pour détruire. Les sorciers viennent détruire. Mais curieusement, dans notre société, c'est la sorcellerie qui est beaucoup plus quelque chose de bon. Je pense que, prof, vous connaissez M. Abbé, ce qui est décédé, il y a un vieux là, comment on appelle, le Flop. Le Flop, oui. Mais le Flop a fait un travail énorme. Donc, dans ce bouddhisme, il y a quelque chose qui est positif, il y a quelque chose qui est négatif. Parce que quand vous venez dans un village, vous êtes un sorcier, vous êtes un foudroyeur là. Ouais. Vous voulez tuer quelqu'un, il faut passer par... Le chef te voit, mais ne parle pas. Il dit, arrête, qu'est-ce qui est le problème? Tu poses le problème au chef, on demande à la personne de se corriger. Si elle ne se corrige pas, là, on peut autoriser. Donc ça prouve qu'il y a quand même des forces que nous avons qu'il faut organiser. Il faut organiser ces forces pour que demain, qu'on ne voit pas encore de forces étrangères nous dominer. Parce que si vous voulez dominer un peuple, on casse la culture. Tout à fait. Donc si on vous casse, comme vous priez là chaque jour, vous êtes dans des églises, mais même quand vous priez, vous êtes encore avec des fétiches. Donc vous voyez un peu, vous êtes tiré entre des mondes. Donc il faut faire un choix. Prof, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà commencé à parler de pistes de solutions. Il faut refonder notre société. Voilà. Et pour refonder notre société, il faut un projet éthique. Que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, puisqu'il s'agit des intellectuels congolais, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont été à l'école, qui sont comme des lumières, des balises pour leur société, mais qui ne sont pas capables de donner un minimum de bonheur à leur peuple et qui ont détruit de fond en comble leur société. Et donc, par conséquent, comme M. Freddy le dit dans ses ouvrages, qu'il faut qu'il y ait un sursaut tout simplement de vrais intellectuels, puisque je me suis toujours dit que tous ceux qui ont des diplômes ne sont pas nécessairement des intellectuels.
un véritable intellectuel, ce n'est pas le diplôme, c'est plus l'éthique de la responsabilité et de la responsabilité politique pour le cas d'espèce. Lorsque vous êtes un responsable politique et que vous ne connaissez même pas des textes qui régissent votre communauté, votre société, et que vous n'êtes pas capable de gérer sur bas de ces dossiers, de ces lois, de ces textes, alors on se dit qu'on est intellectuel. On n'est pas intellectuel. Lorsque vous êtes intellectuel, on vous confie une charge, la première chose à faire, c'est de voler, de prendre tout pour vous-même et pour votre famille, et la communauté n'est pas servie. Et vous dites que vous êtes intellectuel, vous êtes une élite. Vous n'êtes pas une élite. Donc, pour revenir par exemple à la question de mysticisme, je me réfère à Abimoy Koshi, que vous connaissez certainement, Oscar Abimoy Koshi, qui disait « Le bosquet initiatique n'a pas flambé ». C'est-à-dire, notre culture, notre mysticisme n'ont pas disparu. Ils existent. Et ils existent dans les mains de ces personnes qui sont réellement des personnes au service de leur communauté historique. Malheureusement, ce mysticisme parfois tombe dans les mains des gens qui n'ont pas cette intelligence que nos ancêtres nous ont transmise et qui aujourd'hui est gérée très très mal par ceux qui sont avec nous, qui sont au pouvoir. Et donc, puisqu'il s'agit de cet intellectuel, cette classe d'intellectuels qui est ici, je pense qu'il faut refonder cette classe d'intellectuels par une certaine éducation à l'éthique. Et cette éducation doit avoir deux volets. Le premier volet, c'est ce que j'appelle la répression chirurgicale. Pour ceux qui volent, pour ceux qui trahissent, pour ceux qui ne sont pas en conformité avec les lois de la société. Et donc, il faut ici une répression chirurgicale. Deuxième palier, c'est qu'il faut que cette éthique soit amenée à la base, c'est-à-dire au niveau des écoles primaires, de l'école fondamentale, où on doit éduquer aux enfants. Puisque je constate, un enfant qui est né, qui entre à l'école et qui voit son père voler, par exemple les policiers qui sont sur le pont Kassavoubou, il amène l'argent. Mais il n'est pas payé. Il amène beaucoup d'argent, il met sur la table, commence à compter, puisqu'il les reçoit à 500, il les reçoit à 1000, et il commence à compter. L'enfant voit ça. Et il se demande, est-ce que c'est l'argent qui vient d'un salaire? Non, ce n'est pas l'argent qui vient de leur solde. Il a volé, il a rançonné les gens sur la route. L'enfant voit ça, il grandit. Il va à l'université. L'enseignant lui demande de l'argent pour avoir des points. Et il suit ça. Vous voyez? Et puis, quand il n'a pas de points, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher le fétiche pour qu'il puisse réussir. Et l'enfant grandit avec ça. Et c'est cet enfant-là qui devient celui, entre guillemets, intellectuel ou élite. Il se retrouve dans un cabinet. Qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit. Tout à fait. Il reproduit ça. Et ça, c'est une catastrophe. La conséquence, voyez comment notre peuple, voyez comment notre société est détruite. Parce que ceux qui sont là ne sont pas capables de diriger ce pays. Ne sont pas capables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une révolution, je ne dirais pas mentale, mais éthique, où nous devons, dans une dynamique de ce que j'appelle la réappropriation de l'espace public par le peuple, je pense qu'il y a moyen de tamiser ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et les mettre hors d'état de nuit. Par conséquent, il faut un état de droit, une forte justice, des institutions fortes par rapport aux individus qui sont plus forts que les institutions. Freddy Mulumba, vous pensez que le Congo a encore ces oiseaux rares? On peut encore les tirer dans la foule, dans la population, retrouver encore l'âme pure qui peut reproduire le bon sens dans la gestion de la chose publique. Oui, je pense que si on veut savoir bien connaître un peuple, il faut voir sa culture. Nous sommes le seul pays, à part le Nigeria, où il y a beaucoup de publications. C'est ça la force d'un peuple. Donc ça bouillonne. Mais ce qui manque, c'est l'organisation. Donc c'est là où j'ai dit l'état des droits, c'est vrai, mais je parle de l'état moderne. Parce que le système étatique qu'on a, c'est un héritage colonial. Dans l'imaginaire des Congolais, c'est pour expliquer peut-être le détournement des fonds, la corruption. Dans l'imaginaire des Congolais, des Africains en général, l'État apparaît comme un instrument de prédation, un instrument de répression, un instrument étranger à la société.
Et ceux qui entrent se remplissent les poches. Ils disent Bilok à l'État, Boulamatari. Ceux qui restent en dehors développent ce qu'on peut appeler l'informel. Ils combattent l'État. Voilà quelqu'un qui doit payer l'impôt, il ne paye pas, il préfère corrompre. Et celui qui est donc à la DGI ou bien qui s'occupe des taxes, dès que vous payez, il met dans la poche. Pour lui, c'est normal. Mais le travail à faire, c'est rendre l'État africain. Donc il y a des racines dans la société. Ça signifie que les dirigeants qu'on doit avoir doivent donc venir de la population, de la société, et doivent avoir des comptes à rendre à la société, pas à l'Occident. Ça, c'est... Deuxième problème, c'est concernant l'éthique dont le prof parle. Tout passe par l'école. Nous avons, quand vous prenez l'enseignement général en Afrique, tout comme au Congo en particulier, on étudie d'autres philosophes. Demandez à tous ces gens ici combien connaissent les philosophes congolais. Or, un philosophe ne pense que sa propre société. Si vous avez, le prof vient de parler de philosophes britanniques, anglais, ils ont pensé la société occidentale. Mais cette philosophie n'est pas universelle. Mais on peut s'inspirer pour moderniser la nôtre. Mais pour moderniser la nôtre, il faut maintenant qu'on tienne compte de nos philosophes. Or, à l'école, ces philosophes sont négligés, même abandonnés. Regardez dans l'état dans lequel se trouve l'université. Qui peut essayer de travailler dans ces conditions-là? Vous demandez aux gens qui connaissent Moudimbe, Ngal, tous ces enfants ne connaissent pas. Qui connaît Charles Djungu qui vit ici, qui a écrit des romans? On ne les connaît même pas. Donc le problème, c'est qu'il faut reprendre nos philosophes, nos écrivains, qu'on les étudie à l'école. C'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui ont quand même une culture très forte. Mais jusqu'à présent, nous reproduisons les pensées des autres. Mais il faudrait maintenant, je parle un peu du cas du Congo, on a la chance un peu exceptionnelle. Nous avons, on n'a pas de compte à rendre extérieur. C'est là où on verra, est-ce que les dirigeants travaillent pour le Congo, pour la population, ou bien pour leurs propres intérêts. C'est quand on va réformer l'école, on va apprendre la philosophie africaine ou bien congolaise, on va apprendre l'histoire. Quand quelqu'un n'a pas ces deux éléments, l'histoire et la philosophie, ce n'est pas un homme debout. Voilà pourquoi c'est ce qu'on appelle les gens fabriqués, bifabriqués. Quelqu'un qui peut reproduire des théories, dès qu'on lui donne une petite entreprise, il est capable de les gérer. Donc il faut qu'on revienne, qu'on se mette tous en cause et qu'on tienne compte de nos propres philosophies, de notre propre culture, de nos propres écrivains. Dès qu'on commence à donner ça aux enfants, l'enfant des repères. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas de repères, par contre, ce sont des musiciens. Et ce qui est grave, je ne sais pas si vous observez, quand un musicien meurt, regardez combien on dépense. Et par les gouvernements, tout le monde dépense. La mobilisation de la société, générale. Tout ça. Mais quand un intellectuel meurt, on ne s'en occupe pas. Ce sont des questions de fond. Une question, est-ce que la société congolaise ou bien africaine a-t-elle besoin de la science et des intellectuels? Et vous voyez nos amis occidentaux qui viennent nous raconter des histoires ici, développement, avec des théories. Mais quand on voit le véritable développement, c'est quand on a maîtrisé la science. La Chine, l'Amérique sont développées grâce à la science, pas grâce à des théories. Donc il y a des choses à remettre en cause. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer sur soi-même. Il faut rester ouvert, il faut enrichir notre culture, il faut apprendre chez les autres, mais pas copier aveuglément comme on le fait aujourd'hui avec les discours de bonne gouvernance, quelquefois état de droit. Et professeur, comment vous pouvez conclure, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission? Oui, pour conclure, je dois dire que aujourd'hui, ceux qui se disent intellectuels doivent se refonder eux-mêmes. Qu'ils puissent se remettre en question. La remise en question n'est pas nécessairement de Mabie Kalanda comme tel et des autres, mais une remise en question dans l'éducation d'initiation à l'éthique. Puisque l'éthique de la responsabilité pose problème chez nous. Tant qu'on ne maîtrise pas cette éthique de la responsabilité, moi j'étais heureux quand j'ai vu le président Félix Antoine Tshisekedi qui au début il a fait un séminaire pour donner des directives à ses ministres. Mais est-ce qu'aujourd'hui on applique ça? Est-ce que dans nos ministères, les conseillers que les ministres ont dû mettre autour d'eux, est-ce qu'ils ont été initiés à cette éthique de la responsabilité et du sens du bien commun? Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a matière à réfléchir. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici. Je crois qu'on aura d'autres émissions. On est bien, effectivement. Pour pouvoir donner des détails sur le fondement même de l'être intellectuel
de l'élite congolaise. Voilà. Merci à vous, Freddy Moulumba. Merci au professeur Sylvain Chikoji. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez suivi les grandes analyses et les grandes réflexions en ces moments. C'est ce dont le pays ou la population a besoin pour repenser le nouveau système qui doit gérer le pays, qui doit gérer l'avenir du Congo. On ne finira pas toujours au niveau des plaintes, tout ça, mais nous devons aussi nous lever. C'est question de prendre conscience. Et la conscience ne viendra que lorsque les grands intellectuels s'expriment et donnent des orientations. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.